Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. L'heure est à l'anxiété, tout le monde devient anxieux. Alors il y a évidemment beaucoup de causes à tout ça, il y a les retraites, il y a le climat, il y a l'insécurité. En tout cas, on est avec Frédéric Fanger, il est psychiatre, mais au lieu de tirer la sonnette d'alarme, il nous guide pour nous aider à canaliser notre anxiété. Alors je dis notre anxiété, moi personnellement, je me sens pas vraiment anxieuse, peut-être parce que je sais profiter de chaque moment agréable. En tout cas, avec Frédéric Fanger, je vous propose qu'on aborde la question de l'anxiété plutôt dans le domaine affectif, évidemment. Alors, quelles sont par exemple les difficultés à vivre avec quelqu'un qui est particulièrement anxieux? Est-ce qu'il faut le rassurer? Est-ce qu'il faut le laisser choir? Je ne sais pas, il va nous répondre dans un instant. Et puis, en quoi l'anxiété peut devenir un frein? Vous savez, dans l'engagement amoureux, on a peur de s'engager, parfois peut-être parce qu'on est anxieux. Voilà aussi la deuxième réponse à laquelle Frédéric Fanger va répondre dans un instant. Puis bien sûr, on se doute bien que l'anxiété c'est également négatif lorsqu'il s'agit de relations sexuelles. Alors on verra aussi comment on peut gérer cette anxiété. On a vu d'ailleurs hier, puisqu'on parlait des problèmes d'érection, à quel point l'anxiété pouvait provoquer justement des pannes. Bref, vous n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour témoigner et puis bien sûr on vous aide et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Frédéric Fanger, merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Pas trop anxieux? Bonjour Brigitte. Pas trop anxieux, ça va? Pour parler avec vous, vous savez, on se connaît depuis un certain temps. Finalement, je me suis habitué maintenant. Ça va. Bon, très bien, parfait. Alors, on parle de l'anxiété aujourd'hui à l'occasion de la sortie de cette bande dessinée. J'en ai déjà dit le plus grand bien la dernière fois que vous étiez venu en parler. Ça s'appelle Le Club des anxieux qui se soignent. Et c'est important, qui se soigne dans le titre. C'est aux éditions Les Arènes. Vous l'avez coécrit avec Catherine Meyer et Pauline Aubry. On vous voit d'ailleurs dans cette bande dessinée un petit peu caricaturée, avec une petite caricature, mais c'est rigolo. Et alors, oui, qui se soigne. Donc ça se soigne l'anxiété. Ça se soigne quand elle est trop importante et qu'elle déborde, parce qu'il faut tout de suite qu'on dise, pour rassurer nos auditeurs, que l'anxiété est d'abord un phénomène normal. Nous sommes tous anxieux. L'anxiété nous sert d'ailleurs à être vigilants, à éviter les dangers de la vie quotidienne, etc. Simplement, chez un certain nombre d'entre nous, elle prend des proportions extrêmement importantes, entravant, on va en parler longuement aujourd'hui, la sexualité, la vie amoureuse, etc., mais entravant la vie globale des gens. Et les gens peuvent plus aller travailler, les gens sont gênés parfois par des attaques de panique. Enfin, on va bien discuter aujourd'hui de la différence entre une anxiété normale et une anxiété envahissante, gênante, qui devient une vraie maladie. Et à quoi on repère qu'elle devient envahissante, Frédéric Fanger ? Alors, il y a plusieurs paramètres, Brigitte. Tout d'abord, dans l'anxiété, il faut bien comprendre que ça se manifeste dans le corps et dans le mental. Donc déjà, vous avez les signes physiques d'anxiété. C'est-à-dire que les anxieux sont des gens qui, lorsqu'ils vont atteindre le stade du trouble, ils vont souvent avoir, par exemple, des troubles du sommeil. J'ai eu en consultation, ça fait quand même 40 ans que je consulte déjà, des patients adressés par des cardiologues. Parce que les gens croyaient qu'ils faisaient un infarctus, alors qu'en fait, ils faisaient une crise d'angoisse. J'ai eu des gens adressés par des gastro-entérologues, parce qu'ils avaient les estomacs qui se nouaient. Donc, vous voyez, vous avez des manifestations physiques. Alors, souvent, les médecins somaticiens disent « ce sont des fonctionnels ». On appelle ça des fonctionnels, c'est-à-dire qu'en gros, leurs patients qui viennent les voir, les généralistes avec des douleurs à droite à gauche, ils trouvent rien en bilan, donc ils disent il y a rien, allez voir le psy. Mais en fait, remarquez, c'est pas faux, C'est pas toujours faux, et on se rend compte que l'anxiété c'est pas purement mental, c'est aussi dans le corps. Ça c'est le premier critère. Lorsque l'anxiété déborde et vous gêne vraiment dans votre corps, vous êtes plus tranquille avec votre corps, là vous commencez à avoir un problème. En même temps, vous allez être gêné dans votre vie mentale, dans ce qu'on appelle la radio mentale dans la bande dessinée, c'est-à-dire que vous allez vivre dans l'anticipation permanente et une anticipation qui sera a priori négative. On va en reparler avec la vie amoureuse, la rencontre, tout ça, mais les anxieux sont des gens qui vont toujours anticiper négativement les choses, peur de pas y arriver, etc. Donc vous avez des signes physiques, vous avez des signes mentaux. La troisième grande catégorie de manifestations sont ce qu'on appelle des manifestations comportementales, c'est-à-dire que les anxieux, à cause d'une anxiété excessive, n'arrivent plus à faire ce qu'ils devraient faire. Ils n'arrivent plus, pour certains, à prendre les transports en commun.
dans l'agoraphobie. Dans l'anxiété sociale, on redéfinira ces mots si vous voulez tout à l'heure, ils n'arrivent plus à aller vers les autres. On va en parler longuement parce que ça a un lien très important avec la rencontre amoureuse. Moi, j'ai traité beaucoup de patients souffrant d'anxiété sociale qui sont en fait restés célibataires parce qu'ils n'osaient pas aborder l'autre. Vous voyez, vous avez des conséquences sur toute la vie. C'est pas... Oui, voilà. Alors justement, je posais 2 questions dans l'introduction. Alors la première, c'est comment on fait avec quelqu'un qui est très anxieux? Est-ce que on le laisse se débrouiller tout seul? Est-ce qu'on le rassure? Est-ce qu'on lui dit d'aller se soigner? Quel conseil comme ça déjà vous pouvez donner généralement, parce que évidemment. Oui, alors dans vos questions au début, j'aime bien qu'on parte sur cette idée-là. On va faire la différence entre la rencontre amoureuse, la rencontre, le début d'une relation, et la relation installée des gens qui vivent ensemble. Donc j'ai l'impression, si j'ai bien compris, Brigitte, que votre question porte sur les gens qui vivent en couple. Comment vivre avec un anxieux, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Alors, ça c'est extrêmement important d'en parler, parce que nous, nos anxieux ou nos anxieuses consultent en cachette chez le psychiatre, heureusement un peu moins maintenant, en cachette de tout le monde, et y compris souvent en cachette de leur conjoint. Quand on vit depuis 10 ou 20 ans avec un anxieux, croyez-moi, ça a des conséquences importantes sur un conjoint. Donc nous, les thérapeutes cognitivo-comportementalistes, on a décidé d'associer les conjoints dans le traitement des troubles anxieux sévères. D'accord, oui, c'est intéressant parce qu'en effet, si l'autre a été discrètement consulté, on n'est même pas au courant, quoi. Oui. Pourquoi on les associe? Parce que la personne qui vit avec l'anxieux, dans les meilleurs cas, on va le transformer en ce qu'on appelle un cothérapeute, c'est-à-dire qu'il va nous aider. À l'inverse, les gens qui restent à distance parce qu'ils ne veulent pas venir consulter avec leur conjoint ou parce que le conjoint n'en parle pas, peuvent avoir des attitudes négatives qui vont être contre-thérapeutiques au contraire. Alors les attitudes négatives, pour les décrire simplement, je dirais qu'il y a 2 excès à éviter avec l'anxieux. Le premier, c'est de nier le trouble ou de le banaliser. C'est rien, ça va passer, ou c'est un problème de volonté, t'as qu'à te bouger, enfin... Ça marche pas parce que ça rassure pas du tout l'anxieux, évidemment, voire il se sent rejeté, et donc il va pas sentir de soutien autour de lui. La deuxième attitude, elle est peut-être moins connue, et j'en parle ici, parce que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, ce sont des conjoints ou des conjointes qui vont excessivement rassurer la personne anxieuse. Alors j'ai en mémoire un exemple de ma consultation, où j'ai vu débarquer une dame de la cinquantaine qui était totalement agoraphobe. Ça veut dire, en clair, elle pouvait plus se déplacer. D'ailleurs, elle venait de la banlieue de Lyon. Moi, j'étais installé au centre de Lyon, accompagnée par son conjoint, parce qu'il était hors de question pour elle de prendre le moyen de transport en commun, etc. Et donc, elle m'a demandé, à la première consultation, de bien vouloir faire rentrer son conjoint, qui s'est assis sur une chaise en la regardant, alors avec un air amoureux. C'était un couple de 50 ans, mais qui venait de se rencontrer depuis pas très longtemps. Visiblement, c'était très intense comme émotion, c'était sympa comme tout. Mais quand à la fin de la consultation, j'ai expliqué à cette dame qui se plaignait de ne plus être autonome, parce que l'anxieux agoraphobe, il perd son autonomie, il se déplace plus, il fait plus ce qu'il veut, il va plus où il veut. Je lui dis, moi je peux vous faire une thérapie comportementale, mais pour vous redonner de l'autonomie. Mais on est bien d'accord que faire une thérapie, ça veut dire qu'il va falloir apprendre à conduire, à venir seul au cabinet et tout. Alors là, elle se tourne vers le conjoint et elle, comme ça, sur le côté, elle lui dit, qu'est-ce que tu en penses, chérie? Est-ce que ça te dérange de m'accompagner? Ah non, ma chérie, moi je suis tout content de t'accompagner. Alors, moi, j'ai dit à ce couple, écoutez, franchement, ça me gêne parce que je voudrais pas quand même séparer cette belle fusion de couple en faisant une thérapie, en rendant madame plus autonome. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'est rigolo comme histoire. C'est rare, hein. D'habitude, les gens veulent l'autonomie, ils sont à la recherche d'autonomie, mais on voit bien les répercussions de l'entourage. Et elle a réfléchi, je lui ai dit, écoutez, revenez me voir seul dans quelques temps, ou appelez-moi pour me dire ce que vous avez décidé. Alors elle m'a rappelé très gentiment, écoutez, c'était vraiment bien la consultation, je vous remercie docteur, mais j'ai bien compris, je préfère rester, j'aime tellement quand il m'accompagne, vous comprenez, voilà. Et lui, il aime tellement faire ça pour moi. Donc vous n'avez pas détruit le couple en soignant cette dame, vous l'avez laissé avec sa béquille, avec cet homme, donc voilà. ravi d'avoir une femme qu'il pouvait avoir à 100%. Alors l'engagement, un frein à l'engagement amoureux, ça vous avez répondu, hein. En effet les anxieux vont éviter d'aller vers l'autre et donc forcément ça peut provoquer un frein à un engagement amoureux, ça vous y avez répondu. Bon, eh bien, et évidemment l'anxiété lors d'une rencontre par rapport à la sexualité,
sexualité, on imagine bien à quel point ça peut provoquer des troubles érectiles ou carrément une incapacité à avoir un rapport sexuel. Alors, on va passer au cas par cas maintenant. Frédéric Fanger, je vous propose qu'on fasse une petite pause et puis dans un instant, on va donner la parole à ceux qui ont envie d'évoquer leur anxiété ou l'anxiété de leur partenaire. 0826 300 300, vous pouvez nous rejoindre. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et si vous êtes anxieux, je vous conseille vraiment la bande dessinée de Frédéric Fanger, Le Club des anxieux qui se soignent. C'est aux éditions Les Arènes. Vous aurez des conseils très pratiques. C'est l'avantage d'une bande dessinée. On peut vraiment tout de suite avoir le problème et la solution. La solution, eh bien, on va peut-être la donner à Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes de plus en plus anxieuse, hein, Caroline? Pour tout vous dire, oui, je suis anxieuse dans mes relations à venir. Alors bon, moi j'ai la cinquantaine. En fait, au début, quand j'avais une vingtaine d'années, je ne ressentais absolument pas ce sentiment. Et puis j'ai eu une histoire longue avec le père de mes 5 enfants, qui a été une relation extrêmement toxique, qui m'a détruite. Et il s'avère que après, bon, maintenant les enfants sont quasi tous élevés, mais pour re-rencontrer une personne, j'ai beaucoup de mal à faire confiance et je suis anxieuse. Alors là, ça fait 4 ans que je connais quelqu'un qui, par contre, est extrêmement serein et rassurant. Mais pour moi, l'engagement, c'est quasi impossible, quoi, parce que je suis trop marquée par cette précédente relation. Alors là, la question qu'on peut se poser, Frédéric Fanger, est-ce que c'est de l'anxiété qui empêche Caroline de s'engager, ou est-ce que c'est tout simplement le traumatisme de son expérience précédente? Bien vu, Brigitte, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est d'ailleurs mon livre précédent pour lequel vous m'avez fait venir l'an dernier, qui s'appelait Affirmez-vous face aux manipulateurs, où on a beaucoup travaillé et on s'est rendu sur ces problèmes avec ma collègue avec qui j'ai écrit ce bouquin, sur ces problèmes de manipulation, y compris dans le couple, et on s'est rendu compte que les gens qui avaient vécu ce que semble décrire Caroline étaient des gens effectivement traumatisés. Donc, la prise en charge des personnes traumatisées par les problèmes de harcèlement dans le couple est assez différente de la prise en charge de l'anxieux. C'est-à-dire que, effectivement, pour éviter ce qu'on entend très souvent, ce que dit Caroline, hein, c'est-à-dire cette espèce de méfiance généralisée, et qui du coup devient inadaptée, puisque la personne qu'elle vient de rencontrer, apparemment, n'a pas l'air de tout toxique, mais la crainte des gens qui ont été harcelés dans le couple, elle est dirigée envers la personne du passé et non pas envers la personne du présent. Donc on a tout un travail à faire en thérapie. Alors, on peut être amené à traiter avec des thérapies plutôt émotionnelles, type EMDR ou thérapie cognitive d'exposition, ces traumatismes, c'est-à-dire qu'on ramène à la mémoire du sujet les images traumatiques du passé, les moments où il s'est senti mal au cours du harcèlement, etc., pour faire une espèce d'épuration de ces émotions du passé. Parce que c'est vrai que tant qu'on ne fait pas ça, souvent ça va faire un espèce de frein à main, un espèce de blocage pour que les gens continuent à avancer. L'autre idée, c'est de faire une approche un peu qu'on appelle cognitive, c'est-à-dire se dire, mais finalement, quelle est la différence entre les comportements de ce nouveau conjoint et les comportements de l'ancien conjoint pour sortir de ce phénomène de généralisation, hein, parce que c'est ça qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une généralisation. Je ne redonnerai plus jamais ma confiance parce qu'il y a une peur terrible d'à nouveau de subir le traumatisme. Hein. Le traumatisme, c'est un événement violent. Hein. C'est vraiment, par exemple, le viol est un traumatisme. Les viols, on ne les traite pas avec des techniques, on les traite avec des techniques centrées sur le traumatisme, avec des techniques émotionnelles, parce que sinon, il y a évidemment une peur terrible que ça se reproduise à nouveau et une difficulté d'engagement. Donc je pense que là, je pense que ça vaut le coup de se faire aider dans ces cas-là, quand même, par des professionnels, parce que c'est pas évident tout seul de sortir du traumatisme, parce que notre cerveau, il fonctionne de manière un peu automatique, il va nous ramener des flashs, il va nous ramener des images, il suffit que la personne dise un mot commun avec celui d'avant, ou un regard qui ressemble avec l'homme qui nous a harcelés, pour que, immédiatement, notre cerveau émotionnel, qui est un cerveau très réflexe, va réagir et va nous donner une bouffée émotionnelle sans qu'on puisse du tout la contrôler. Donc c'est là où je dis, quand les gens sont dans ce genre de phénomène, ça vaut le coup de voir un professionnel. Oui, alors j'ai consulté, donc ce que vous dites me parle parfaitement. Ce qui m'embête, c'est que finalement la personne avec laquelle je suis maintenant et avec laquelle je n'arrive pas vraiment à m'engager
très honnêtement, en 4 ans, puisque j'ai eu le temps maintenant d'avancer, de progresser, de travailler sur moi, de consulter, ne présente aucun signe du père de mes enfants. Et pourtant, alors peut-être que le travail, vous allez me dire, n'a pas été suffisant, mais pour autant, j'ai quand même du mal à avancer, alors qu'il n'y a mais vraiment aucun signe. Maintenant, je suis capable, mais vraiment, je le sens, et heureusement, hein, quelque part, après tant d'expérience. Et ben, voyez, malgré ça, du coup, c'est un peu un cercle vicieux, parce que parfois, il me dit que je suis distante, parfois, je suis affective. Même pour lui, c'est pas rassurant, finalement. Du coup, c'est déjà cette nerf de l'anxiété chez lui. Alors que la relation, finalement, elle est sereine, vous voyez. Oui, alors, mais du coup, excusez-moi Frédéric. Caroline, Frédéric vous disait bien qu'il faut faire une thérapie particulière, c'est-à-dire que vous avez peut-être fait une thérapie qui vous a aidé à vous sentir mieux. J'ai essayé de faire de l'EMDR, mais bon. Oui, ça n'a pas marché. Non. moi, Mais ce que j'ai envie de proposer à Caroline, là, c'est une approche pas à pas dans l'engagement, négocié sous forme contractuelle avec son nouveau conjoint. C'est-à-dire, je pense que le conjoint est au courant, voilà ce que j'ai vécu, ça n'a rien à voir avec toi, mais ma difficulté d'engagement est liée à un traumatisme passé. Ce que je te propose, je dis pas non à l'engagement, parce qu'il faut sortir du tout ou rien, Caroline. Il ne faut pas être je m'engage ou je m'engage pas. Moi, j'ai besoin de temps et de progressivité. Donc, une technique qu'on appelle step by step, en thérapie comportementale, pas à pas. Voilà, on va commencer à faire ça ensemble, et puis après, on fera un petit peu plus. J'analyse à chaque fois comment ça se passe avec ce conjoint-là, puis je fais encore un pas de plus. Je vais vous dire, moi je trouve normal d'être prudente avant de vous engager. C'est normal, c'est sain même. Après, votre conjoint, il faut qu'il comprenne votre prudence, mais il ne faut pas rester à l'arrêt non plus. Voilà, lui montrer, vous faites un programme ensemble en disant, ben voilà, on va commencer par passer tant de vacances ensemble, puis après on va essayer peut-être de vivre une nuit chacun ensemble ou une journée, vous voyez. Et c'est vous qui fixez le rythme, et vous allez voir, votre anxiété, elle va s'habituer, elle va tomber petit à petit. Ok. Mais là aussi, l'aide d'un thérapeute comportementaliste peut beaucoup vous aider à faire ce pas à pas. Oui, parce que vous voyez, je me dis, ça fait quand même 13 ans que cette histoire-là est passée. Donc ça a été, ça a été très violent, mais ça dure. Malgré des thérapies, c'est ça qui me peine et d'où on appelle. Oui, mais je crois que ce que vous dit Frédéric, c'est tout à fait la seule solution, parce que vous allez bien vous rendre compte, si vous osez faire un premier pas, qu'il vous arrive rien. Vous voyez, et à ce moment-là, vous savez, c'est comme quand on fait un mauvais geste, il faut se rééduquer pour faire le bon geste, mais ça prend du temps. Mais on peut pas du jour au lendemain faire le bon geste. Tout à fait. C'est comme quand on va chez le kiné pour remettre quelque chose en place. C'est petit à petit qu'on y arrive. Mais il faut vraiment que vous y teniez. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous acceptiez de faire ce pas à pas. Et pas dire oui, je vais y faire, je vais y penser. Hein. Ce qui est important dans ce que vous dites, Brigitte, c'est vous rendre compte qu'il ne vous arrive rien. Parce que votre cerveau, lui, il vous allume sans arrêt l'idée, attention, il va t'arriver quelque chose, attention, tu vas retomber sur le manipulateur. Donc si vous faites des petits pas, et comme vient de vous dire Brigitte fort justement, que vous vous rendez compte que dans la réalité actuelle, en 2023, à l'heure d'aujourd'hui, avec cet homme-là, qui n'est pas la réalité d'il y a 10 ans avec un autre homme, il ne m'arrive rien quand je m'engage. Oui, c'est vrai, c'est d'ailleurs ce que je réalise, mais vous voyez, j'arrive pas encore à franchir le pas, donc je sais pas, il y a sûrement une étape supplémentaire à... Parce que vous voulez peut-être faire un pas trop grand, faites des petits pas. D'accord. Par petits pas. C'est comme on avance les pieds tout doucement, l'un devant l'autre. Ok. Vous le laissez déjà mettre sa brosse à dents, ou vous mettez votre brosse à dents dans la salle de bain, et puis, vous voyez, c'est vraiment des choses concrètes qu'on vous dit de faire. Ça, on l'a quand même fait, mais bon, ça n'a pas été beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, la réticence, malgré 4 ans, et 4 ans, quelque part, de sérénité. Alors peut-être que moi je peux vous dire aussi une chose. Depuis 4 ans, s'il était manipulateur, vous auriez eu des preuves. Donc vous êtes... alors ça, Brigitte, j'en suis complètement convaincue. Bon, eh bien tous les soirs avant de vous endormir, vous vous faites une visualisation positive et vous essayez de vous répéter sans cesse les choses de manière positive pour que à un moment donné, ce positif chasse ce négatif. Hein. Il me vient une autre idée. Allez-y. Il me vient une autre idée, Brigitte, si tu permets. Pour Caroline, il faut qu'elle réalise bien que la Caroline de 2023 avec ce nouvel homme est une Caroline prévenue des phénomènes de manipulation, qui sait les dépister. Oui, alors que la Caroline d'avant ne savait pas ce que c'était.
Et c'est ce qu'on entend tout le temps dans nos cabinets, c'est des gens qui sortent de phénomènes de harcèlement depuis, ça se produit parfois au travail aussi ou dans les couples, depuis 10 ans ou 20 ans, et qui s'en sont pas rendus compte. Ben, croyez-moi, quand ils ont un peu travaillé sur le problème, ils se font plus jamais remanipuler, parce que maintenant ils savent ce que c'est. Au contraire, Voilà. ils vont être plus vigilants que quelqu'un d'autre. Donc je pense que vous êtes complètement en sécurité maintenant. Et Ah oui, c'est vrai. dernier conseil, vous achetez le livre de Frédéric Fanger de l'année dernière, Affirmez-vous face aux manipulateurs. Bon voilà, franchement Caroline, si vous n'arrivez pas à vous engager, on ne peut plus rien faire pour vous. Merci en Ok, tout cas. merci à tous Vous avez les eu deux. plein de conseils, hein, Caroline, là. Nous deux, vous en avez eu, hein, quand même. Quand même. Allez, on fait une petite pause Frédéric et on retrouve Philippe Hoffman dans un instant, notre Sexy News qui va nous parler de l'ambivalence, des contradictions chez les ados, mais il n'y a pas que chez les ados visiblement. Et Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Frédéric Fanger est avec nous et c'est le moment de retrouver notre Sexy News Philippe Hoffman. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Frédéric. Bonjour, Philippe. Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un peu particulier qu'on a repéré chez tous les ados quand on a des ados. C'est l'ambivalence ou les contradictions chez les ados qui sont monnaie courante. Alors, j'ai déjà dit souvent, hein, l'ado, il doit faire face à nombreux bouleversements et il contrôle pas tout. Son corps, son esprit, sa sexualité, tout change perpétuellement. Et il comprend pas vraiment comment ni pourquoi ça arrive. Face à ça, il est perdu, paumé, débordé d'émotions. Il fait ce qu'il peut et parfois il a des réactions contradictoires. Alors, par exemple, il peut être adorable, mais aussi insupportable. Elle est câline comme un bébé, mais sans aucune raison apparente, toc, tout bascule et elle se braque et se ferme. Il dit sans cesse lâche-moi, je fais ce que je veux, mais aussi il veut toujours qu'on s'occupe de lui. Elle veut plus qu'on l'appelle machoute, mais elle râle si elle a pas son chocolat préféré au goûter. C'est ce que nous appelons l'ambivalence, un terme qui caractérise bien les ados, mais également malheureusement l'ensemble des humains. Plein de paradoxes avec la même passion. On aime souvent détruire ce que l'on a construit. L'ambivalence, ça reflète bien le conflit psychique que tous les ados ont avec leurs parents. En grandissant, ils doivent faire une sorte de deuil de leur enfance pour échapper à tout ça. Mais c'est impossible de tuer l'enfant en soi et de rejeter ceux qui nous aiment et qui nous protègent depuis toujours. Alors, les ados, ils en rajoutent, ils prétendent les détester. Ouais, vous êtes vieux, vous comprenez rien. Et puis, vous êtes injuste tout le temps. Pour s'affirmer, ils font un peu comme les enfants de 3 ans, vous savez, en disant non à tout. J'en veux pas, alors qu'ils adorent ça. Ils deviennent parfois agressifs parce qu'à l'adolescence, ils sont plus forts, ils sont plus durs et moins malléables qu'un enfant de 3 ans. Et parfois, ça peut aller bien loin. Il y a des insultes, des coups. Dans ce cas, ils risquent vraiment de perdre leur tuteur d'amour. Donc, il y a un double mouvement, si vous voulez, entre haine et amour des autres et puis même de soi. Et ça crée ce qu'on a une tension intérieure qu'on appelle le conflit psychique, nous les psys. Et ça peut se retourner contre les jeunes dans une forme d'auto-accusation, de masochisme. On retrouve ça j'en ai souvent parlé dans beaucoup de conduites à risque. Mais aussi, on retrouve ça dans les troubles de l'humeur, des dépressions dont je parlerai plus tard. Leur pensée, elle est, comme je disais, elle est aussi ambivalente. Par exemple, leurs idées sur le monde et sur eux-mêmes, ça évolue sans arrêt. Ils trouvent, par exemple, complètement obsolète ce qu'ils pensaient il y a encore quelques mois. Oh, j'étais trop petit, je comprenais rien. Pourtant, à l'époque, ils étaient sûrs de leurs propos, hein. Avec le travail scolaire, c'est la même chose. Ils se sentent parfois aussi puissants que nuls. Ce qu'ils saisissent pas sur le coup, ça y est, c'est que ça les dévalorise. Alors, il y a d'autres cas qui sont des ambivalences carrément extrêmes, où la tendresse peut côtoyer la violence. Par exemple, on peut découvrir qu'un jeune a été adorable avec sa mamie, avec une belle régression chaleureuse, mais que le soir même, il a fait brûler une voiture avec des copains. En fait, on peut rester un enfant mimi dans l'intimité familiale, mais on est aussi un jeune con, fier, en présence des groupes d'ados. Enfin,
et ça c'est le sujet de la Sexy News, hein, leur sexualité, elle est aussi ambivalente, j'en ai souvent parlé aussi, avec la puberté, leurs amphis, leurs attirances sexuelles sont fluctuantes. Un jour ils sont homo, l'autre hétéro, pourquoi pas trans, bi, et quand ils rencontrent leur premier amour, ils l'aiment à la folie, ils pourraient se sacrifier pour lui, mais ils peuvent s'en séparer tout autant brutalement et le haïr jusqu'à l'exhiber sur les réseaux sociaux avec toutes les conséquences néfastes et dangereuses qu'on connaît. Donc, l'ambivalence, ça souligne bien qu'il est difficile de se représenter une évolution linéaire, harmonieuse pour les ados. Donc, c'est très long, c'est plutôt fait de sursauts, d'incompréhension, de colère. En tant que parent, c'est impératif de comprendre que c'est un passage, parfois un peu long, mais qui est souvent incompréhensible. C'est inutile de chercher des analyses douteuses à toutes ces contradictions. C'est plutôt une forme de dynamique vitale en tension qui permet de se construire. Au fil du temps, de toute façon, tout sera plus clair et apaisé. Donc, tâchez de garder le lien affectif essentiel et vous serez tous les deux heureux de vous retrouver lorsque tout ça, ça sera passé. Oui, donc ce qui est intéressant, Philippe Hoffmann, c'est que finalement, il ne faut pas s'en inquiéter. Et là, vous êtes en train de rassurer les parents, même si leur enfant parfois fait le grand écart. Hein. Exactement. Oui. Vous voulez réagir, Frédéric ? Oui, on travaille pas mal sur la psychologie des contradictions. On emploie ce mot-là, nous, en TCC, mais ça revient au même que l'ambivalence. Et on pense que, moi, je pense qu'elle reste chez l'adulte, hein, très clairement. Ah, c'est clair. Simplement, Oui. il y a deux solutions. C'est ce que j'ai dit. Soit on les accepte, nos contradictions, soit on contre-attaque, on les rejette. Hein. C'est ce qui décrit bien, là, chez Ado, ces mouvements de fusion, puis de contre-attaque. Hein. Soit on se soumet à nos schémas cognitifs, soit on les contre-attaque. Mais moi, je trouve que c'est bien, les contradictions, parce que ça évite les excès. Parce que si on n'a pas trop de contradictions, on risque d'être trop sur nous, l'impression d'avoir raison surtout. Et du coup, comme il dit très bien, on va plus se construire, parce que c'est la contradiction qui nous permet de nous construire et d'avancer. Le jour où il n'y a plus de contradiction du tout en nous, à mon avis, on n'a plus de vitalité. Hein. Donc oui, bien habilité, la contradiction et ne pas s'en inquiéter. Tout va bien. Merci beaucoup, Philippe Hoffmann. Merci en tout cas, comme toujours. Merci. On continue avec Bruno qui va répondre à 3 questions intimes. Bonjour Bruno. Bonjour, content de vous avoir. Alors, première question, est-ce que vous seriez d'un naturel plutôt anxieux ou pas vraiment ? C'est très bizarre. Je suis quelqu'un de très calme et de très, très, très anxieux amoureusement. Ah d'accord, donc ça se manifeste surtout dans le domaine affectif, votre anxiété. Oui, oui. Pour le reste, tout va bien. Donc la peur qu'on vous aime plus, la peur de perdre votre partenaire, enfin des choses comme ça, j'imagine. La peur de rencontrer quelqu'un de très bien et de trop bien qui correspond idéalement à ma recherche d'amour et de partage. Bon, et vous mettez la barre un peu moins haut, Bruno, et ça ira déjà mieux. Oui, c'est vrai. Je crois que parce que si vous cherchez la princesse idéale, vous la trouverez pas. Hein. Bon, deuxième question. Est-ce que vous avez un endroit où vous aimeriez faire l'amour, où vous fantasmeriez de faire l'amour et qui serait vous n'avez jamais pu faire? Oh, alors là, justement, les fantasmes ne font pas partie, ni de mon éducation, ni de ma culture, ni de ma réalité de vie. L'éducation n'a rien à voir avec les fantasmes, Bruno. Il y a des blocages quand même. D'accord. Ça veut dire que votre éducation vous a un peu bridé dans votre sexualité, dans votre imaginaire. Au début. Ensuite, vers l'âge de 25-30 ans, je me suis totalement libéré. Et après 50 ans, j'ai enlevé toutes mes chaînes. Mais j'ai réalisé tellement de parcours amoureux que maintenant je suis un peu dans la recherche d'une certaine régression et d'un amour un peu trop parfait peut-être. C'est vrai que je mets la barre un peu haute. Et pour répondre directement à votre question, il est certain que je suis en équilibre avec moi-même et dans la mesure du possible avec mes partenaires, où il n'y a pas d'endroit plus particulièrement recherché par rapport à un manque de quelque chose. Au contraire, c'est pour sublimer en fait la rencontre et l'amour et l'acte d'amour qui fait que je suis disponible n'importe où.
Bon, ben, c'est une manière de ne pas répondre à ma question. Merci Bruno. Dernière question. Non, mais bon, c'est pas grave, hein, je fais avec. Hein. Dernière question. Est-ce que vous seriez un peu pour, en cas d'infidélité, justement, compte tenu de votre idéal, vous seriez capable de pardonner? C'est le sujet de demain d'ailleurs, hein, sur le pardon. Oui, oui, tout à fait. Ah bah alors, tout va bien. Et franchement, oui. Oui. Parce que je ne peux pas dire que je sois extrêmement fidèle dans ma recherche de perfection. Faut aller voir un psy, hein, Bruno. Peut-être. Allez, je vous laisse poser une question à Frédéric Fanger, il vous écoute. Oui. Quand j'ai appris le sujet d'aujourd'hui, j'y suis très intéressé parce que à la fois je me sens très anxieux dans la recherche de l'amour parfait un peu, et à la fois je suis très détendu dans le sens où les expériences se passent très bien. Mais cette anxiété, elle me fait un petit peu me perdre. Alors je ne sais pas ce que vous pouvez m'aider ou me répondre à cela. Bon. Alors, tout d'abord, j'espère bien que vous ne trouverez pas la femme idéale, comme ça vous ne risquerez pas d'avoir une peur terrible qui serait qu'elle vous abandonne. Parce que je crois que dans ces recherches d'amour idéal, il y a souvent, s'il y a de l'angoisse, c'est peut-être parce qu'on a peur au fond, si on la trouve, qu'elle parte. Donc finalement, trouvez-vous quelqu'un de moyen, puis si elle part, vous serez moins déçu. D'accord. Vous me paraissez très exigeant dans votre discours. Donc moi, j'ai beaucoup de gens perfectionnistes qui ont des exigences très élevées. Souvent, je leur dis, écoutez, entre le génial et le nul, il y a tout un tas d'intermédiaires. Il y a des choses qui vont vous plaire chez la personne, d'autres choses qui vont moins vous plaire. Vous allez faire un bilan entre les plus et les moins de l'autre personne. Et le couple, vous savez, c'est souvent ça. Et du coup, et puis ça permet aussi d'être différent, parce que le risque du couple parfait, c'est le couple fusionnel. C'est pour ça qu'on risque de ne pas supporter le départ de l'autre, et puis c'est le risque de s'y perdre. La troisième chose que j'entends souvent chez mes patients, parce que j'ai une grosse consultation de personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, c'est que si je tombe amoureuse, ou si je tombe amoureux pour un homme, je vais être obligé de me dévoiler, l'autre va voir qui je suis au fond vraiment, et les gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes, je dis pas que c'est vous, hein, je réponds de manière générale, vont à ce moment-là avoir peur qu'on découvre qui ils sont vraiment, puisque eux-mêmes se jugent mal. D'accord. Donc, mettez la barre moins haut, hein, comme je vous l'ai dit dès le départ, hein, Bruno. Voilà. Merci. Mettre la barre moins haut, ou éventuellement peut-être redéfinir avec précision mes recherches. Non, vous allez retomber dans une sorte de perfection. Non, vous mettez la barre moins haut et puis ça, je suis sûr. Et trouver la belle rencontre tout simplement. La jolie rencontre, voilà. Hein. On est d'accord. Merci Bruno, merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause, Frédéric Fanger, et puis on continue à évoquer l'anxiété, mais on peut aussi reconnaître qu'il était un peu anxieux, notre Bruno. À tout de suite. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons l'anxiété avec Frédéric Fanger, psychiatre, à l'occasion de la sortie de cette bande dessinée, Le Club des Anxieux qui se soignent. C'est aux éditions Les Arènes, dans lequel vous avez vraiment un mode d'emploi hein, pour arriver à mieux, déjà bien comprendre ce qu'est l'anxiété et ensuite arriver à la gérer. On va reprendre avec David qui nous a rejoint. Bonjour David. Bonjour Brigitte, bonjour Frédéric. Bonjour David. Oh vous avez l'air bien anxieux, David. Du tout, tout va bien. Tout va bien. Oui. Donc c'est lors de vos rencontres amoureuses, hein, c'est ça? Oui, alors moi s'il y a un moment où l'anxiété apparaît le plus dans une rencontre amoureuse, c'est justement quand elle bascule vers la rencontre amoureuse, dans la séduction et vers une relation plus intime. Et là, de passer le pas me coûte beaucoup et je suis assez inquiet à ce moment-là. C'est pas quelque chose de confortable ni de vraiment joyeux ce moment-là, dans le sens où il y a vraiment une anxiété qui prend le pas sur le reste, sur comment on va passer le cap, comment on va passer le pas j'ai une personne en face de moi qui me plaît et on va passer
de se plaire à vraiment se désirer. Et ça, c'est quelque chose d'assez récurrent chez moi qui n'a pas trop évolué au fil des années, puisque par rapport à ma relation dans le couple où j'avais d'autres anxiétés qui pouvaient me parasiter, je les constate moins sur les dernières années. Ça veut dire, attendez, que je comprenne bien, ça veut dire que quand vous rencontrez quelqu'un et que ça vous semble un peu plus sérieux, vous êtes anxieux, ou est-ce que ça veut dire lorsqu'il faut passer à la relation affective sexuelle, vous êtes anxieux? Alors c'est quand je rencontre la personne et qu'on va dire on va faire du désir, qu'il faudrait passer le pas, prendre la main, enclencher quelque chose qui dit que tiens, officiellement là on n'est plus simplement en train d'être entre amis ou personnes qui se connaissent, là, je déclare que j'ai du désir. Donc c'est l'intimité qui vous rend anxieux, hein, c'est bien ça. Le passage à l'intimité, parce qu'une fois que ce cap-là est passé, derrière tout va très bien, en tout cas jusqu'à présent. Oui, d'accord. Mais donc c'est vraiment un sujet, c'est ce dont je parlais dans l'intro, Frédéric Forget. Qu'est-ce que vous pouvez dire à David? Oui, ce qu'il dit, David, c'est passer de la rencontre à la relation. Ça change tout. Ça change tout parce que la relation, il y a une notion d'engagement, il y a une notion de durée, il y a une notion de risque. Alors moi, ce que je lui réponds d'abord, alors je sais pas quelle est l'intensité de son anxiété, mais qu'une dose d'anxiété dans ce cas-là est normale. Parce que, encore une fois, on va s'inquiéter pour les choses qui en vaillent la peine. Or, la rencontre amoureuse, c'est quand même quelque chose de très important dans une vie. Et quand on est au stade de la rencontre, ça va, mais quand on décide de passer au stade de la relation, qu'on dit tiens, il y a peut-être du désir, ça peut déboucher sur quelque chose qui va se construire, qui va aller plus loin, eh bien, l'anxiété est normale. Si vous achetez une maison ou un appartement, vous allez être anxieux, vous n'allez pas décider ça en 2 minutes. Si vous achetez une cafetière, vous pouvez décider en 2 minutes. Donc, tolérer une certaine anxiété, parce que l'anxiété va aussi vous éviter de faire des erreurs. Bon, la deuxième chose que je voudrais dire à David, c'est qu'il y a un combat entre notre cerveau émotionnel désirant et notre cerveau cortical intelligent, qui est névrotique, qui nous freine. On a tous 2 cerveaux. On a des pulsions, on a du désir, on a des attirances qui ne se maîtrisent pas tant que ça intellectuellement. Mais comme on est des humains, l'intellect va venir se greffer dessus en disant « Attention, tu as du désir, c'est dangereux, ça peut aboutir, ça peut être un échec, etc. » Et c'est toutes ces pensées-là qui, si elles se mettent à tourner en boucle, à faire ce qu'on appelle des pensées analytiques abstraites. Une pensée analytique abstraite, c'est une pensée qui va augmenter notre anxiété. Est-ce que ça va réussir, par exemple? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? Tout ça, c'est des pensées analytiques abstraites qui débouchent sur rien du tout, à part générer de l'émotion anxieuse ou dépressive. Il faut passer à des pensées concrètes expérientielles. Qu'est-ce que c'est qu'une PCE? Une pensée concrète expérientielle, c'est comment je vais m'y prendre pour passer ce cap? Quelles sont les étapes à franchir? Parce que quand on a du désir pour quelqu'un, il ne s'agit pas de tout de suite passer une vie commune de 20 ans. Il s'agit peut-être, dans un premier temps, d'envoyer des signes de désir, qu'ils soient par le verbe ou par d'autres moyens. Ensuite, d'observer la réaction de l'autre personne. Et puis, on va faire des petits allers-retours comme ça entre les deux, progressifs. C'est comme ça que ça se construit, la relation. Si vous voulez, c'est comme quand vous construisez une maison. Ça ne se fait pas en un jour. Il faut creuser le terrain, faire des fondations. Donc, de passer de la rencontre à la relation, ça ne se fait pas en un jour. Donc, ce qui compte, c'est que cette anxiété, elle soit là pour nous mobiliser, nous éviter les grandes erreurs, mais qu'elle soit pas trop intense et uniquement tournée vers des pensées d'échec. Voilà. Il ne faut pas non plus qu'elle soit tournée uniquement vers des pensées de réussite. Parce que, l'air de rien, je suis désolé, mais passer de la rencontre à la relation, ça ne marche pas toujours, quelles que soient les personnes. On ne peut pas le savoir à l'avance, si ça va marcher ou pas. Donc c'est une série de petits signaux comme ça envoyés à l'autre, il y a des retours et on regarde à chaque fois ce qui se passe. Et puis ça peut se construire, et puis à un moment donné ça peut s'arrêter de se construire, puis à un moment donné ça va se continuer. Et la troisième chose, David, c'est que ça ne dépend pas que de vous. Vous avez l'air de penser que comment je fais pour passer le cap? Oui, mais il faut que l'autre elle le passe aussi, hein, en face. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous mettre dans une optique qu'on appelle systémique, c'est-à-dire d'interaction, lancer. Il faut l'exprimer, votre désir, ça serait trop dommage de ne pas le faire, mais regardez la réaction de l'autre, puis faites encore un autre petit pas, puis un autre petit pas, et vous verrez bien à deux comment les choses se construisent, parce que c'est à deux que vous les construirez. Très bien. Non, mais j'ai quand même une chance, c'est que la dernière fois où ça a pris beaucoup de temps, c'était avec ma femme, et maintenant ça fait 6 ans qu'on est mariés, mais ça a pratiquement mis 1 an et demi, et sur la dernière partie, 6 mois où on se voyait régulièrement, et
pour moi, c'était parfait parce qu'en fait, on passait des moments formidables, mais voilà, il n'y avait pas je passais pas le cap. Et après, ça me travaillait en disant est-ce que je fais bien, est-ce qu'elle va pas se lasser, etc. L'histoire se termine bien pour moi, c'est-à-dire que là, et en plus merveilleusement bien parce que maintenant on a des enfants ensemble, donc je suis très heureux. Mais ce que je me dis, c'était potentiellement cette façon de faire, ça a bien marché là, où ça a fonctionné. Oui, mais David, de perdre mon temps aussi quelque part et de passer à côté aussi. Non, parce que sans doute que c'était très important pour vous et sûrement très important pour elle. Et curieusement, plus c'est important, plus on y va à petits pas, parce que justement, on a peur de faire une gourde et de perdre la personne qui nous intéresse. Donc vous avez été très doucement parce que vous étiez anxieux à juste titre, comme vient de vous l'expliquer Frédéric. Donc je pense que ça explique certainement le temps qu'il a fallu pour que vous puissiez réellement vous engager. Enfin, il me semble. Hein. Alors, l'exemple que je prends là, en fait, avec ma femme, c'est un exemple, mais je sais bien que pour moi, c'est systématiquement. C'est que si j'étais avec une autre personne, j'aurais aussi eu ce problème que je vais reformuler à ma façon. Mais là, vous êtes avec votre femme, vous voulez pas aller avec quelqu'un d'autre. Ah non, mais bon. Bon, alors tout va bien. Non, mais je pense que c'était de l'humour. Non, mais ce que je pense, David, c'est qu'il faut analyser si c'est un manque de confiance en vous ou une incapacité à repérer les signes chez l'autre. Je schématise un peu. C'est un peu des deux, mais c'est bien ce côté-là de prendre le pas de recul, de dire que je ne suis pas le seul acteur, et surtout je dirais, comme je suis stressé à ce moment-là, dans cette période-là ou dans ces moments-là, justement, je suis uniquement dans la réaction et dans l'émotionnel, l'émotionnel, le côté instinctif. Et donc, je n'ai pas du tout d'analyse de ce qui se passe chez l'autre, en fait. Vous ne savez pas être réceptif aux signaux. Je suis plus du tout dans de l'interaction avec. J'analyse, j'observe ce qu'elle dit. À ce moment-là, j'ai une sorte de vision qui se rétrécit, mais incroyablement. Ouais, mais je pense que là, c'est votre anxiété, il me semble, Frédéric Fanger, qui empêche David d'être réceptif aux signaux que pourrait envoyer l'autre. D'être dans l'empathie, d'être dans l'écoute active, de s'intéresser à l'autre, parce que si vous rencontrez plusieurs femmes, elles n'auront pas toutes la même temporalité. Tout à l'heure, on a une personne qui nous témoignait avoir été harcelée dans un couple précédent et du coup avoir des grandes difficultés d'engagement. Si vous tombez sur une personne comme ça, elle aussi, il va lui falloir du temps. Après, vous allez rencontrer peut-être une autre femme qui, elle, n'aura pas de problème d'engagement, voudra aller plus vite. Donc, encore une fois, effectivement, ce qui compte, c'est moins de vous inquiéter sur vous-même. Parce qu'effectivement, l'anxiété pose ce problème qu'on est centrifuge, on est centré sur soi. Et on voit plus ce qui se passe autour ou je pense qu'effectivement, apprenez des techniques qu'on appelle des techniques d'enquête active, c'est comme les journalistes, qu'est-ce qui, comment, interrogez l'autre, faites-la parler, intéressez-vous à sa vie, intéressez-vous à elle, comment elle fait pour passer de la rencontre à la relation, son passé, quelles sont ses envies, ses besoins, et tout naturellement, vous serez dans la réalité, et quand on est dans la réalité d'un vécu, on est moins dans l'anxiété. L'anxiété, c'est l'incertitude. On est anxieux quand on ne sait pas ce qui va se passer, mais quand on fait quelque chose, quand on construit quelque chose, l'anxiété, elle s'en va. Et puis je pense qu'il y a un conseil que je peux vous donner, David, et qui peut aider les autres aussi. Les signaux, on a tendance à pas toujours pouvoir voir des signaux positifs de la part d'une femme. En revanche, on peut voir des signaux négatifs. Vous lui envoyez un SMS, elle met 3 jours à vous répondre. C'est pas très très bon. Voyez. Si elle met une semaine, c'est pire. Vous voyez, il y a des signes. Quand une femme est intéressée, en général, les réponses sont assez rapides. Vous voyez. Alors après, ça dépend des femmes, on est d'accord. Mais c'est parfois plus facile de voir des signaux négatifs, même d'ailleurs dans des relations amicales ou professionnelles. Complètement. Bon, alors après, maintenant, l'avantage que j'ai, c'est que comme en effet, je suis marié et fidèle, je n'ai plus ce problème-là, mais je sais que si je redevenais célibataire un jour, j'aurais de nouveau difficulté à gérer. Vous suivrez les conseils qu'on vous a donnés. Et puis, de toute façon, ces conseils-là, ça peut aider aussi dans des relations sociales, parce que c'est pareil, dans les relations sociales, parfois, il faut peut-être s'engager dans un projet avec quelqu'un. Il vaut mieux savoir si c'est réciproque, l'envie, ou pas. Et donc, ça peut également être utile. Merci, David. On va continuer après les infos. Bien sûr, Frédéric Fanger a donné des conseils et je crois que l'anxiété, elle est là. Il n'y a pas de
doute, on est tous un peu anxieux, vous l'avez dit au début, et puis peut-être qu'elle est encore plus là en ce moment. Donc on peut vous répondre au 0826 300 300, n'hésitez pas à nous rejoindre tout de suite après les infos. Oui, ce soir, mon téléfilm que j'avais tourné il y a plus d'un an repasse sur France 2, donc si vous avez envie de me voir, c'est ce soir. Et j'en profite justement pour donner une devinette par rapport à la télévision, Frédéric Fanger. Pourquoi la télévision ne peut pas être libre? Ce sera après les infos que vous pourrez me donner la réponse. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons durant cette deuxième heure à évoquer l'anxiété. Vous êtes anxieux, vous avez envie de conseils concrets de Frédéric Fanger. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 ou vous procurer cette bande dessinée, Le Club des Anxieux qui se soigne. C'est aux éditions Les Arènes. Vous l'avez coécrit, Frédéric, avec Catherine Meyer et les dessins évidemment de Pauline Aubry. C'est bien cela. Oui, c'est bien ça. Bon, alors, vous avez eu le temps de réfléchir à ma devinette. Pourquoi la télévision ne peut pas être libre, Frédéric Fanger? Alors, réfléchir. J'ai une réponse, elle est banale et sûrement fausse, c'est l'audimat. Mais non, c'est parce qu'il y a plusieurs chaînes. Ah. Quand il y a plusieurs chaînes, on ne peut pas être libre. Des chaînes, oui. Elle est enchaînée. Elle est enchaînée. Bon, on continue avec Arnaud qui est avec nous. Finalement, j'aurais eu tendance à penser que les femmes étaient plus anxieuses. C'est pas sûr, puisque nous avons des hommes également anxieux. Ah oui, tout à fait. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, du coup, effectivement, je sais pas si, en tout cas, moi, j'ai été vraiment anxieux, mais je pense que il y a un sujet, en quel cas, qui touche majoritairement les hommes. Je pense que c'est sur les sites de rencontres, par exemple. Ouais. Donc, c'est-à-dire c'est-à-dire que, par exemple, pour les sites de rencontres, nous, les hommes, on a tendance à être plus nombreux. Et donc, du coup, je pense qu'il y a une anxiété. Donc, du coup, c'est une anxiété qu'on retrouve dans l'amour, ou du moins dans la recherche de l'amour. Et je pense que on a une appréhension, on a une crainte face au jugement de l'autre, face, par exemple, dans le désir de la recherche de trouver quelqu'un. On va se livrer, on va se mettre en place sur, on va, je sais pas, on a cette impression de arriver dans un espace public où les gens vont nous juger et ils vont nous dire si oui ou non ils sont intéressés, etc. Et je pense que quand on a des attentes, ça peut révéler une part assez anxieuse au final. Et je pense en plus que c'est quelque chose de nouveau. On n'a pas été élevé comme ça. Ouais. Non, mais vous avez raison. C'est pareil quand on va chercher les résultats d'un examen. Finalement, il y a quelque chose on va être noté et c'est assez. Il a raison, Arnaud, Frédéric Fanger. Oui, alors il y a deux choses. Il y a l'anxiété de performance de l'examen, mais il décrit bien quelque chose en plus, qu'est-ce qu'on appelle l'anxiété sociale. Alors au passage, Brigitte, l'anxiété sociale, il y a plusieurs troubles anxieux. L'anxiété en général est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, mais c'est pas énorme, c'est 60-40. Par contre, l'anxiété sociale est plus fréquente chez les hommes. C'est le trouble anxieux le plus masculin. Et cette anxiété sociale, moi j'aime beaucoup la description qu'il fait en disant cette impression d'arriver dans un espace public comme si on était seul au milieu d'une foule et on va être jugé. C'est exactement ça. On parlait tout à l'heure de dévoilement de soi dans la relation amoureuse. Et les gens alors on a tous de l'anxiété sociale. Là, encore une fois, c'est pareil. Un peu d'anxiété sociale, d'émotion, c'est normal. Par contre, moi j'ai été amené à traiter en thérapie des gens qui souffrent de vraies phobies sociales, où ils ont une peur terrible du jugement des autres, et du coup ils sont dans l'évitement, ils restent célibataires, ils abordent pas l'autre, etc., etc. Et en fait, souvent, ce qu'on constate chez ces personnes qui consultent pour ça, c'est qu'eux-mêmes ont un jugement négatif d'eux-mêmes. Donc l'idée, c'est si moi je me juge négativement, dans une relation intime, je dois avoir peur que l'autre me juge lui aussi négativement. Oui, je pense qu'effectivement, alors après je savais pas que ça touchait plus les garçons, cette espèce de phobie sociale, mais je pense qu'en tout cas moi
ce qui m'a semblé sentir dans cette inscription, dans le fait de le fait de se mettre à nu et effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure, le fait du regard, la peur du regard de l'autre. Et je pense qu'il y a aussi la peur de se sentir exclure. Ou par exemple, on s'inscrit, etc. Et au final, on rencontre pas la personne qu'on désirait. Et je pense que ça peut être dur. Et je pense qu'on peut arriver à avoir une forme d'anxiété et d'appréhension justement d'avoir ce sentiment de non-désir en fait, de pas se sentir désiré en face. Je pense que ça peut être quelque chose de assez dur en fait à recevoir. Donc je pense qu'il est intéressant non seulement de savoir que c'est chez tout le monde, entre guillemets, que fille comme garçon, on a toujours un peu cette crainte du jugement et de la non-reconnaissance. Et je pense qu'en plus, le fait de dire qu'on est beaucoup de garçons, peut-être. Oui, j'ai pas exactement les chiffres. Alors, je vais vous donner une expérience personnelle, Arnaud, qui va peut-être vous faire sourire, mais quand j'étais encore très jeune, je devais même pas avoir 16 ans, j'ai souvenir d'un bal, alors, ça n'existe plus beaucoup, ce genre de bal, et j'étais assise sur ma chaise, et puis personne venait m'inviter. Et je crois que oui, je crois que ça a développé de l'anxiété chez moi. Vous souriez, Frédéric Fanger, mais c'est vrai. Oui, c'était, et je crois que beaucoup de femmes ont pu ressentir ça. On est assises et puis il y a des femmes qu'on vient chercher pour danser, puis nous on reste sur notre chaise. Et là quelque part, c'est exactement ce que vous dites, Arnaud. Je pense qu'il y a un peu de ça. Hein. Je pense qu'il y a, cette peur de s'en sentir rejeté. Et ça, personne veut de nous. C'est bien sûr. C'est le fait de pas être dans invité dans le fait d'être rejeté, c'est une peur profonde en psychologie. Et c'est extrêmement intéressant de voir. De ressentir ça, de l'analyser, de le comprendre et de se dire que au final c'est ok parce que tout le monde ressent ça et qu'il faut juste au final aller au-delà de cette crainte-là et je pense qu'après oui on peut rencontrer des gens extraordinaires malgré le site de rencontre, mais il faut passer entre guillemets cette crainte-là, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort là-dedans en tout cas. Et puis c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus. Je pense que les sites de rencontre, il y en a. Oui, et je pense que les jeunes sont peut-être plus durs encore qu'aujourd'hui, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Fanger? Je pense deux choses. Et il me fait penser, j'ai eu en consultation parfois des dons Juan. Et il m'explique qu'ils tombent toutes les femmes qu'ils veulent pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont aucune angoisse d'exclusion, ils n'ont aucune angoisse du rejet. C'est-à-dire que si on leur dit non, ils s'en foutent complètement, ils passent à une autre. C'est ce que je dis souvent aux gens qui souffrent de phobie sociale, qui en général ont fait 0 tentative amoureuse ou une seule, et s'ils en font une seule et c'est un échec, ils sont dans un état épouvantable, et ils pensent qu'ils seront jamais acceptés par une femme. Je leur dis, si vous faites 100 essais, si vous êtes rejeté une fois, vous en reste 99. Donc le don Juan, mais d'ailleurs, c'est ce qu'écrit Alain Soral dans son livre sur le dragueur, là, je sais plus comment ça s'appelle, Sociologie d'un dragueur, je crois. Il dit bien, j'en drague 10 et il y en a toujours une sur les 10 qui est d'accord. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est que comme on est à la même génération, Brigitte, moi, à peu près, je me souviens très bien de ce que vous dites, les filles qui n'avaient pas restées seules, elles me disaient, mes copines, j'ai peur de faire tapisserie dans le bal. C'est ça. Mais je voudrais ajouter quelque chose peut-être pour Arnaud. Alors, je ne sais pas si ça le concerne, mais par rapport aux gens que je vois qui souffrent d'anxiété sociale, il y a très, très, très souvent, pour ne pas dire presque toujours, des vécus de rejet social dans l'enfance et l'adolescence, dans les cours d'école, par exemple, ce qu'on appelle les traumatismes de cours d'école. Ces rejets ne sont pas toujours liés à la relation amoureuse, mais on voit des enfants un peu timides, un peu introvertis, qui ont été rejetés parce qu'ils bégayaient, parce qu'ils rougissaient, parce qu'ils étaient trop gros, etc. Et en fait, il faut savoir que ces petits traumatismes qui paraissent banaux, les gens ont honte de m'en parler en me disant c'est pas grand-chose, docteur. Oui, mais ça peut rester marqué dans un cerveau, comme une marque au fer rouge. Vous savez, en Camargue, on marque les taureaux au fer rouge. Dans votre cerveau émotionnel, vous l'oubliez. Les gens ont oublié ces traumatismes d'enfance. Et quand ils arrivent à l'âge adulte, par exemple, dans une rencontre importante pour eux, comme une rencontre amoureuse, cette angoisse de revivre le malaise qu'ils ont vécu alors va ressurgir, mais sans qu'ils fassent le lien, bien évidemment. Donc ça vaut parfois le coup. Oui, je vous laisse répondre, Arnaud. Oui, bien sûr que ça fait écho, et je pense que forcément, il doit y avoir
de ça. Je pense aussi que la personne qui vous a appelé précédemment avant moi, qui parlait de lui, qui avait l'air assez anxieux et qui mettait beaucoup d'importance à la rencontre. Et ben je pense qu'il y a aussi de ça, genre dans cette pathologie du dragueur entre guillemets, si je vais vous appeler ça une pathologie, mais il doit y avoir aussi le taux d'estime sur la rencontre de l'autre. Je pense qu'il est plus facile et je dirais de lâcher prise si on met moins d'importance à la rencontre que si ça doit. Je pense qu'il y avait ça aussi, enfin qu'il y a de ça dans la crainte. Tout à fait. Absolument. Eh ben merci Arnaud, parce que votre témoignage, il va en rassurer plus d'un, hein, je crois. Ouais, Juste un truc, du coup, Arnaud, apprenez à enlever de leur piédestal les femmes que vous rencontrez. Parce que du coup, si vous voyez qu'elles ont aussi des défauts, bah, ça diminuera votre pression à vous. Bien sûr. Mais je pense que c'est encore un souci de perception et je pense que malgré le fait qu'on voit les défauts chez les autres, on voit toujours les siens beaucoup plus grands. Donc je pense que c'est un processus d'un travail, un cheminement forcément. Mais oui, je suis d'accord avec vous. En tout cas, votre témoignage décrit extrêmement bien les choses, Arnaud. Vraiment. Bravo. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous encore une fois de me recevoir et vraiment, voilà, c'est une importance capitale, je pense, ce genre d'émission. Voilà, un plaisir en tout cas. Merci Arnaud, merci Jean, c'est gentil. Allez, on fait une petite pause, Frédéric Fanger, puis on continue. Je crois qu'on va lever au moins 10% d'anxiété dans tous ceux qui nous écoutent. Vous aurez fait votre travail, Frédéric Fanger. Allez, on se retrouve dans un instant. En compagnie de Frédéric Fanger, nous évoquons l'anxiété. Je vous rappelle le titre de cette bande dessinée, Le Club des Anxieux qui se soigne. Et c'est vrai que c'est aux éditions Les Arènes. C'est vrai qu'on vous soigne là grâce à tous les conseils bien pratiques, tous les outils pratiques que vous donne Frédéric. Bonjour Maëlys. Bonjour Brigitte, bonjour Frédéric. Bonjour. Donc vous êtes encore seul, hein, et je suppose que le témoignage de David et de Arnaud vous ont touché. Oui, effectivement. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que je suis célibataire. J'ai du mal à me remettre dans une relation. Étant donné que j'ai vécu 13 ans avec quelqu'un et la fin s'est très très mal passée. Donc depuis quand je rencontre une personne, voilà, j'ai 100 000 questions qui me viennent dans la tête et mon angoisse se ressent concrètement. Et du coup, je dois faire peur. Et du coup, oui, l'autre sent que vous n'êtes pas prête. Oui, exactement. Tout à fait. Alors que pourtant, je pense que je le suis, mais je dois faire ressentir de concret. Alors, il y a quelque chose qui est important quand même à dire, je pense, Frédéric Fanger, c'est que quand on est jeune, on est un peu emporté par notre curiosité, notre pulsion, et puis on va aller vers l'autre avec une certaine, avec un désir assez fort, sans se poser de questions. Plus on va grandir et plus on va vieillir, en quelque sorte, plus on va essayer de trouver la bonne personne. Et finalement, j'ai envie de dire, la bonne personne, on le sait après, on le sait pas le premier soir où on prend un verre avec elle. Exactement. Tout à fait, il faut du temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à un autre auditeur, en écoutant les interactions qu'on a avec l'autre, petit à petit les choses vont se construire ou pas. Et à trop vouloir la bonne personne, Maëlys, finalement on passe à côté de tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement, je suis d'accord. Mais j'ai du mal avec ce concept de se découvrir au fur et à mesure, mais sans vraiment que ce soit sérieux. Et moi, c'est quelque chose qui me bloque. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment bien se découvrir. Non, mais Maëlys, je tiens vraiment à insister. Il y a des rencontres qui, au départ, ne partent pas sur les chapeaux de roue, ne sont pas des rencontres auxquelles on croit et qui finissent par de belles histoires. C'est vrai. Donc, c'est vraiment important de le comprendre, ça. Parce que si on attend que ce soit sûr dès le départ, on risque vraiment de passer à côté d'une histoire.
C'est là-dessus qu'il faut que je me détende. Ce qui veut pas dire qu'il faut coucher le premier soir. Oui, bien sûr. Je peux tout à fait entendre que vous soyez pas prête à avoir une relation sexuelle avec le premier venu, mais au moins accepter de se revoir, accepter de voyez. Ah oui, tout à fait, je vois. Je vois. Mais c'est là-dessus que je fais un travail, concrètement, c'est de prendre mon temps, d'apprendre à découvrir l'autre, sans se lancer dans une relation comme quand effectivement c'est quand on est jeune. Et voilà, faut que je m'adapte au fur et à mesure, faut que je m'adapte. Au fond, finalement, on revient au petit pas que vous proposiez tout à l'heure, Frédéric Fanget, en début d'émission. Ouais, la notion de construction. C'est une construction progressive, un couple. Mais est-ce que j'ai bien entendu si vous avez dit que vous avez passé 13 ans avec quelqu'un, c'est bien ça, avec une fin difficile, c'est ça, Maëlys ? Tout à fait. Oui, c'est ça. Alors, ce que je voudrais dire, parce que vous n'êtes pas la première à parler de ça, à parler tout à l'heure, on a une dame qui a eu 5 enfants avec un homme, etc. Attention à ces questions de fin tragiques qui remettent en cause les couples suivants. Je m'explique. Quand au bout de 13 ans d'une relation, et la dame tout à l'heure ça devait même être encore plus, ça se termine mal, alors on appelle ça comme on veut, harcèlement ou pas, peu importe, mais enfin ça se termine mal, on peut avoir un sentiment de confiance trahi. Parce qu'il n'y a rien à faire, pour faire une relation durable, il faut une notion de confiance. J'attire votre attention sur un travail qu'on fait souvent en thérapie. Quand les gens arrivent en nous disant « j'ai une relation très longue », avec une fin très malheureuse et du coup, j'ose plus me lancer dans l'engagement. On leur dit, on va d'abord faire l'analyse de la relation du passé. Parce qu'il ne faut pas que cette fin malheureuse jette en arrière un voile négatif sur toute la relation. Et quand on prend le temps, mais sur plusieurs consultations d'une heure, de bien faire parler les gens sur ce fameux couple, comment il a démarré, qu'est-ce que vous avez vécu, les gens se rendent compte que même si la fin était malheureuse, souvent dans le couple, quand il a duré, c'est parce qu'il avait des raisons de durer, qu'il y avait des très bonnes choses. Et du coup, au lieu de rejeter la relation amoureuse en général, on va rejeter ce qui s'est passé à la fin. Qu'est-ce qui fait que ça s'est mal fini? Mais on va dire, attendez, on a quand même passé X années ensemble. C'est quand même une réussite. Quand vous entendez Andrew Christensen, qui est un des plus grands spécialistes du couple aux États-Unis, vous dire que la durée de la qualité d'un couple, c'est comme la durée de péremption de yaourt, c'est une durée, elle est de 16 années. C'est-à-dire 16 années, c'est pas la durée moyenne des couples, c'est la durée, eux, ils ont étudié voilà, la satisfaction du couple. Par les deux, ils font des questionnaires sur les deux conjoints. 16 ans, donc j'allais vous dire, à 13 ans, vous êtes pratiquement déjà sur un couple complet. Donc attention de bien refaire une analyse plus objective, qui ne porte pas uniquement sur la fin négative de vos relations antérieures, pour bien comprendre que dans un couple, c'est souvent comme ça, il y a des choses, vous savez, les couples qui vont bien apparemment, quand on les voit de près, de temps en temps, on apprend qu'il y a des choses qui se passent mal aussi. Donc, bien comprendre que dans un couple, il y a du bon et du mauvais, et du coup, ça vous permettra d'avoir moins peur de vous relancer. D'accord. Parce que quand vous dites que ça s'est mal terminé, pourquoi ? Tromperie, trahison. Et j'ai pas accepté, en fait. D'accord, mais vous avez découvert qu'il vous trompait pendant toute la relation, pendant les 13 ans? Non, pas du tout. Non, ça s'est fait les derniers mois avant que je m'en aille. Mais j'ai senti aussi que c'était, excusez-moi de vous couper, pardon. C'était la fin. C'était la fin. J'attendais limite. Voilà. Mais donc, voyez bien. Oui, mais là, vous voyez, c'est formidable parce que justement, ce que vient de vous dire Frédéric Fanget, ça correspond exactement. Vous avez vécu une très belle histoire, et puis, on va dire, les 2 dernières années, c'était fini. Lui, il avait peut-être senti plus que vous, et donc était déjà parti ailleurs. Mais vous avez vécu au moins 10 ans, 11 ans. Oui, complètement, oui. Tout à fait. Donc, il faut. Il faut fidèle pendant 11 ans. Alors, voyez, ça vaut le coup de retrouver quelqu'un. On met en perspective l'échec en disant la fin est un échec. C'est dommage qu'on ne se soit pas quitté bon copain, quoi. Et c'est dommage qu'il m'ait trompé, c'est dommage qu'il m'ait pas dit avant à la limite qu'il n'ait pas mis avant. Mais c'est ça, c'est exactement ce que je vais reprocher. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a vécu ensemble n'est pas bon. Et ça veut pas. Voilà. Et oui.
Mais il vrai, vous l'a c'est pas dit, peut-être pour pas vous blesser, peut-être pour pas vous perdre. Enfin, je veux dire, il y a des circonstances atténuantes. Écoutez, demain on parle du pardon. Hein, restez à l'écoute, Maëlys, pour que vous puissiez enfin lui pardonner, pour pouvoir vous libérer. Parce que tant que vous lui pardonnez pas, vous restez en relation avec lui, et donc vous pouvez pas être en une relation avec quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Très bien. Le coup de pas dire à la femme qu'on veut pas la tromper pour la protéger, j'entends souvent ça chez les hommes, ça m'irrisse un peu de ma condition masculine parce que franchement c'est un bon prétexte pour aller voir ailleurs. Hein. Oui, je pense que vaut mieux être honnête et puis quitte à faire une pause. Quitte à faire une pause et puis quitte à se retrouver. D'ailleurs, ce que les spécialistes de couple disent, c'est qu'il faut être honnête au moment où on a le désir d'aller voir ailleurs, avant de passer à l'acte. Ouais, voilà. C'est ça, ce qu'il faudra exiger dans votre prochain couple, et il faut en parler dès le début du couple. Si un jour tu as envie de me tromper, j'aimerais que tu m'en parles. C'est ça. Parce qu'à ce moment-là, on peut peut-être le gérer le problème. Oui, anticiper, tout à fait. En tout cas, vous voyez, d'avoir du désir pour notre personne, mais comprendre pourquoi on désire notre personne et pas sa compagne actuelle ou son compagnon actuel. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller voir ailleurs? Bon, et en surtout, tout cas, est-ce qu'on peut encore réparer le couple? Si on est préventif, si on en parle avant, on a peut-être l'occasion d'avoir des discussions à deux, de dire qu'est-ce qui se passe, que tu es moins bien dans le couple, voilà. Et du coup de corriger le tir. Bon, en tout cas, vous avez vu, Maëlys, il y a du travail là, et je pense que si vous le faites, le travail, vous allez un peu vous libérer et vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Ok? Oui. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci à vous. On se quitte un court instant. Frédéric Fangé, on continue les love conseils, la sexualité normative, les idées reçues auxquelles il faut tordre le cou. Ce sera le love conseil dans un instant. Et puis, on continue à évoquer votre anxiété au 0826 300 300. À tout de suite. Réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, on va continuer cette sexualité un peu trop normative. Vous pouvez bien sûr réagir, Frédéric Fangé, si vous voulez. Alors, c'est vrai qu'il y a des clichés comme ça, des croyances sur la sexualité. Et alors, il y en a un qui existe depuis la nuit des temps. C'est ce lien entre sexualité et reproduction. Et beaucoup de problèmes sexuels, du coup, vont peut-être arriver à cause de ça. Parce que beaucoup de gens, du coup, n'osent pas considérer la sexualité comme quelque chose de ludique, qui serait là juste pour le plaisir. Et à partir du moment où c'est là pour le plaisir, et puis pour passer un bon moment avec son partenaire, si de temps en temps on n'a pas de désir, si de temps en temps il y a une panne, c'est pas très grave. Si c'est l'enjeu de tout à fait arriver au coït avec pénétration, éjaculation pour arriver à avoir éventuellement un enfant, même si bien sûr c'est pas le but de ce rapport-là, eh bien ça peut provoquer en effet des ratés en quelque sorte. Et puis nos choix sexuels sont aussi un peu tributaires de ce concept. Il y a des enquêtes qui ont été faites que lorsque une femme arrête la pilule, par exemple, elle va être attirée par un homme qui serait plus apte à être le bon géniteur. Donc c'est quand même assez incroyable de voir que ça va jusque là. Et puis alors grand mythe un peu dérivé de ce premier, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel sans pénétration, ce qui est archi faux évidemment. On peut avoir des orgasmes sans se pénétrer, et c'est fou d'ailleurs de voir que quand on demande à quelqu'un quand est-ce que c'était sa première fois, il va toujours parler de la première pénétration, alors qu'il y a des gens qui ont eu des orgasmes bien avant cette première pénétration, par des flirts très poussés, etc. Voilà, et ça donne beaucoup d'angoisse, cette idée qu'il faut absolument qu'à chaque rapport il y ait une pénétration. Angoisse pour les hommes d'avoir des érections, et puis chez les femmes, l'angoisse de penser qu'elles doivent obligatoirement se laisser pénétrer, même si elles sont pas tout à fait prêtes, même si elles n'ont pas tellement envie. Donc vraiment, non, la sexualité c'est pas obligatoirement fait pour la reproduction. Donc lâchez un petit peu cette notion-là. Frédéric Fangé, vous êtes évidemment d'accord avec ça, j'imagine. Oui, et j'en veux pour témoignage tous ces couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et les dégâts que peut faire la difficulté à avoir des enfants dans un couple, parce que justement, ils étaient basés sur l'idée de nous sommes en couple pour avoir une famille, pour faire des enfants. Et si on est basé uniquement là-dessus et qu'on a une infertilité, ça pose de sacrés problèmes. On a beaucoup aussi... Alors, le deuxième truc, c'est que, vous êtes mieux placé que moi, mais c'est que la femme est prise, là encore, dans certaines contradictions, dans certains enjeux, celui d'avoir droit au plaisir, enfin, et vous y participez, les femmes modernes, heureusement, mais aussi cette vieille notion de je dois reproduire, et si je reproduis, en tout cas, je dois protéger l'enfant qui va naître.
Donc ce souci de protection qui fait que c'est sûrement pas si facile que ça d'allier les deux. Mais c'est pour ça que je pense qu'effectivement, en tout cas, c'est vrai que c'est pas les mêmes discours. Moi, j'entends souvent des femmes me dire ce que vous disiez là, c'est-à-dire que j'ai des hommes avec qui j'ai eu du plaisir et j'ai choisi un autre homme pour faire des enfants. C'est fou. C'est quelque chose qu'on entend très fréquemment. Ouais. Ouais, c'est vraiment fou. Et ça, c'est une enquête américaine que j'avais lue qui montrait bien qu'on choisit pas le même homme c'était des femmes qui avaient épousé un homme pour le plaisir, qui étaient tombées amoureuses de lui, etc. Et au moment où elles veulent un enfant, elles le quittent et elles en cherchent un autre. C'est assez Ce que j'entends souvent, c'est je veux un bad boy pour le plaisir. Par contre, je veux un mec sécure pour faire un enfant. Remarquez, il vaut mieux, parce qu'un bad boy, c'est pas terrible. Après, ça évolue avec l'âge. C'est-à-dire qu'à 20 ans, on cherche plus les bad boys, et puis à 30, 35, quand l'horloge biologique avance, on change d'état d'esprit. Mais est-ce que les hommes n'ont pas aussi ce choix ils choisissent des femmes qui... Alors ça, c'est une étude anthropologique. Les hommes choisissent des femmes qui ont des rondeurs parce que justement, comme il faut un peu de graisse pour nourrir le fœtus pendant 9 mois, on choisit pas des femmes trop minces pour faire des enfants. Donc vous voyez... voilà. On en est après, encore la rondeur, ça peut être sexy, Brigitte. Mais je suis bien d'accord. Parce que, voilà. Permettons aux femmes qui accouchent d'être encore sexy. Oui. Et puis attendez, les rondeurs, ça évite de se faire mal sur les os pubiens, etc. Sinon, il faut un peu de rondeur. Allez, on continue sur l'anxiété. On s'est bien amusé là, mais on va redevenir sérieux. Bonjour Charles. Bonjour Brigitte et bonjour Frédéric. Bonjour Charles. Alors vous venez de vivre une séparation douloureuse après 20 ans de vie commune. Oui, alors effectivement, une séparation au bout de 20 ans, mais on sait que si on arrive à 20 ans, c'est que si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus clairement dans le couple. Il y avait des signes annonciateurs avant et voilà. Bon, après, vous avez entendu ce que disait Frédéric Fanger il y a un instant à Maëlys, que justement, peut-être qu'il y a eu 15 ans de très bien, et puis que après, ça s'est délité au fil des années. J'ai écouté le témoignage de Maëlys. Il était, en fait, il m'a fait un peu penser finalement à mon destin, qui est un peu parallèle au sien, dans le sens où, de la même manière que elle, moi c'est mon ex-compagne qui est partie et qui a trouvé quelqu'un. Donc effectivement, c'est un déchirement parce que on a un sentiment d'échec. On arrive parce que si on en est arrivé là, peut-être qu'on n'a pas réussi à reconstruire, ou peut-être qu'on était au bout, tout simplement, je sais pas. Alors, sentiment d'échec, pas forcément. Oui, allez-y Frédéric, pardon. Le point commun que vous avez avec Maëlys, c'est que vous subissez. Oui. C'est l'autre qui part. Ça, c'est toxique pour le psychisme. Ça, c'est toxique. Parce qu'on se dit, oh là là, mais j'ai pas la main, j'ai rien pu faire, je pourrais peut-être rien faire la prochaine fois. Ah, mais l'ego, on prend un coup, je peux vous dire. L'ego, oui, mais même plus que ça, on peut se poser des questions sur suis-je vraiment capable de refaire un couple, quoi. Parce que si je suis pas capable de tenir une femme, j'en serais peut-être jamais capable. Donc oui, il peut y avoir une grosse perte de confiance en soi après un événement comme celui que vous vivez. Il faut pas s'en étonner d'être mal après ça, parce qu'en plus vous subissez. Donc l'autre a pu peut-être se préparer, a pu préparer les choses. Donc mais là encore, oui, comme pour tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être voir tout ce qui s'est bien passé. Alors, l'idée de remettre le départ dans un couple sur une dysfonction du couple, c'est quand même une idée qu'on entend presque toujours, qui est souvent vraie, mais pas toujours. Je crois quand même qu'il faut se rendre compte que sur un couple durable, mettons une quinzaine d'années, chacun des deux évolue. Vous savez, dans mon livre sur le couple, je décris bien ce modèle du 1 + 1 = 3. Donc chaque 1 est un des deux membres du couple, et le 3, c'est le couple. Sur 15 ans, notre 1, l'homme, il va évoluer à sa façon, la femme, elle va évoluer à sa façon, et on voit des séparations de couples qui se passent pas mal parce que simplement le couple accepte de se dire écoute, on a évolué, on n'est plus sur le même chemin. Ce qui est ennuyeux dans le cas de Maëlys, alors je sais pas le vôtre, vous l'avez pas dit, c'est que ça se termine mal. Mais si on arrive à accepter l'idée
qu'un couple n'est pas nécessairement à vie, que déjà avoir passé 10-15 ans ensemble, c'est déjà pas mal, mais que peut-être il y en a un des deux qu'on a marre parce qu'il est sur un autre chemin, d'autres valeurs. D'abord, si on en parle, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, eh ben, peut-être ça va pouvoir réparer le couple et lui redonner un certain élan. Parce qu'attention, le couple, c'est plusieurs étapes. Hein. Donc, moi, j'ai rencontré des couples qui avaient 50 ans de vie. À un salon du livre, il y a un couple qui est venu me voir, parce que le sous-titre du livre, c'est « Apprendre à vivre un couple heureux et durable ». Mon livre Oser le couple. Et ils sont venus me voir en me disant, au salon du livre à Paris, à la porte de Versailles, en me disant, bah nous, on a 50 ans de couple, ils étaient tout heureux, ils avaient un grand sourire. J'aurais dit, mais donnez-moi la recette. Ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, ces gens vous expliquent que leur couple a été en renouvellement permanent. Parce que justement, ils évoluaient chacun. Il y en a un qui évoluait professionnellement, l'autre d'une autre manière. Et sans arrêt, tous les 5-10 ans, ils se remettent en question. Ils reposent les bases d'une nouvelle période de couple. Il faut bien voir le couple, pas d'un seul tenant, mais des périodes successives. Et à chaque fois, on doit réinvestir. Donc, je crois qu'il n'y a pas de raison, je ne sais pas, refaire un couple heureux, puisque vous en avez fait un. Donc, vous êtes capable. Simplement, si vous aviez l'occasion de revoir et transformer la fin comme moins malheureuse et de passer d'une position de celui qui a subi à une position de celui qui devient actif pour votre futur couple, je pense que vous serez beaucoup mieux. De toute façon, on en arrive toujours au même problème, Frédéric Forget, c'est qu'on ne communique pas dans un couple et donc on laisse les choses un petit peu se dégénérer et puis tout d'un coup on est surpris parce qu'il y en a un des deux qui en peut plus. Mais je pense, moi j'aime bien rappeler que la qualité première, et d'ailleurs aujourd'hui on reconnaît que c'est l'intelligence principale, c'est l'intelligence d'adaptation. Et je crois, Charles, ce qui est difficile pour l'instant, c'est que vous avez besoin de vous adapter d'abord à une vie de célibataire, hein, puisque vous êtes seul alors que vous avez passé 20 ans avec quelqu'un, et ça c'est pas si simple parce que il faut apprendre à retrouver des amis un peu plus pour pas se retrouver trop souvent seul. Il faut apprendre à, je suppose aussi à gérer son intérieur différemment parce qu'il y a des enfin je sais pas si vous avez déménagé ou si elle est partie avec ses affaires. Donc c'est l'adaptation là actuellement qui va être nécessaire. Oui. Alors, pour répondre à la question de Frédéric, ça s'est mal terminé aussi. Et je vous dirais pas dans les circonstances, mais vraiment très mal. Après, je pouvais pas imaginer que ça se termine comme ça. Hein. Après tout ce que j'avais fait pour elle, d'aller d'un revers à la main, et puis vraiment aller jusque là où elle est allée. Bon bref, peu importe. Mais Charles, on ne fait pas les choses pour garder l'autre. On les fait parce qu'on en a envie. Et je suis sûre que vous aviez envie de faire tout ce que vous avez fait. Et si vous avez fait tout ça pour elle, vous êtes capable, pareil, de faire tout ça pour une autre. Après, qu'elle se conduise mal, peut-être que c'est pas mal parfois d'aller en parler avec un thérapeute qui va vous donner un autre angle des choses. Parce que on interprète, surtout quand on est malheureux, et je peux le comprendre que vous soyez malheureux, c'est dur de perdre la femme qu'on aime, avec qui on a tout donné et avec qui on a passé 20 ans. Mais peut-être que une vision différente de ce qui s'est passé vous pourra calmer un petit peu votre sentiment d'échec. Oui. Après, je comprends que vous n'avez pas envie de nous en parler. Je ne vous demande pas de nous en parler à nous. C'est pas... Oui, ça, tout à fait. Après, puis même parce qu'on est un peu écoutés, on n'est pas que tous les trois. Il y a aussi le fait que, non, c'est moi je reste à la maison, c'est elle qui part avec ses affaires, pour répondre à votre question aussi. Mais c'est difficile aussi, puisqu'en fait, il y a aussi beaucoup de souvenirs qui sont là. Mais donc, absolument. Donc, j'ai encore une minute, je ne sais pas si on a une minute, Brigitte. Oui, bien sûr, Frédéric. Juste un petit truc pour Charles qui est très important. Je décris... dans le livre sur le couple, les 4 pieds de la chaise, qui sont les 4 pieds d'une bonne vie équilibrée. Donc le pied intime et le pied amoureux en est un. Ce qui compte quand on est dans votre situation, Charles, c'est de redévelopper le pied professionnel, c'est-à-dire de se réinvestir dans le travail, c'est le 2e pied. Il y a le pied amical qui est le 3e pied. C'est très important dans ces moments-là de retrouver, d'être gratifié par des bons amis, des bons moments de plaisir, de retrouver une valeur dans l'œil des autres. Et le 3e pied, c'est le pied social. On voit beaucoup de gens qui sont dans votre cas, qui vont se mettre à faire de la chorale, qui vont se mettre à faire du théâtre, qui vont se mettre à faire des choses pour d'abord s'occuper le temps de la journée et ressentir moins la solitude, et bien se rendre compte que tout notre bonheur ne dépend pas que de la vie amoureuse. Il y a 4 pieds sur la chaise, alors ma foi, développer les 3 autres quand on en perd un. Comme quand quelqu'un tombe au chômage, on lui dit investissez dans votre famille, dans votre vie amoureuse, dans votre vie amicale, et puisque le pied professionnel n'est plus là. Vous voyez ?
Oui, après, c'est clair que on est fait pour être en société, hein, dans tous les cas, on n'est pas fait pour être seul. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Certains aiment bien être seul. Quand j'étais plus jeune, je préférais être seul. Mais aujourd'hui, je me rends compte que non, on est vraiment fait pour... l'être humain est vraiment fait pour être en société. Je crois qu'on n'est pas fait pour être vraiment seul, qu'on ait besoin plus ou moins de moments de solitude, certes, mais bien sûr que non, Charles. Et c'est pour ça que c'est important de renouer avec des amis, avec du social, pour pas que vous soyez justement tout seul face à tous ces objets qui vous rappellent votre souffrance. C'est ça. Et bon, après, effectivement, tout ce que vous dites, ce que vous disiez, Frédéric, effectivement, c'est ce que je suis en train de faire. Je n'avais pas imaginé que ça pouvait être sur 4 pieds, mais effectivement, cette philosophie est pas mal. Et oui, me reconstruire dans le travail, ça, il n'y a pas de problème. Après, moi, j'imaginais peut-être refaire partie d'une association ou quelque chose comme ça. Très bien. Voilà, très bien. Surtout que vous êtes quelqu'un, vous nous l'avez dit, vous êtes quelqu'un qui est généreux, qui aime donner. Donc donner, on peut tellement donner autour et qui est fiable dans la durée en plus. C'est ça, et ça permettra de me reconstruire aussi. Absolument. Bah, ouais. Merci Charles. Merci merci à vous, merci beaucoup. Merci de votre témoignage émouvant, Charles. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. On va conclure avec Catherine qui nous rejoint dans un instant. Info.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et si vous voulez en connaître encore plus sur l'anxiété, je vous conseille cette bande dessinée, Le Club des Anxieux qui se soignent. C'est aux éditions Les Arènes, avec bien sûr Frédéric Fanger, Catherine Meyer et Pauline Aubry qui sont les 3 co-auteurs de cette bande dessinée. On a donné beaucoup d'infos durant ces 2 heures, mais il y en a encore plus dans cette bande dessinée. Et c'est très pratique, hein, je précise, vous pouvez vraiment avoir des réponses très pratiques. On va conclure avec Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Frédéric, bonjour. Bonjour Catherine. Allez-y, voilà, on vous écoute. Oui, alors moi je voudrais vous parler de ma dernière, d'une dernière relation de 3 ans, avec 3 notions, avec 3 ressentis. Vous allez me dire, Frédéric, ce que vous en pensez. Alors, je vais commencer par l'inquiétude de la rencontre, comment ça va se passer, comment il est, enfin voilà, bon ça. Ensuite, les mois passent. Et vous passez à l'anxiété. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce qu'il va être bien avec moi? Est-ce que ça va durer? Enfin voilà, ça c'est l'anxiété. Et puis les bons copains qui vous disent ah bah oui mais lui on le connaît, il change de relation, il est comme ci, il est comme ça, il aime le sexe, voilà, tout ce genre de trucs. Bon, alors ça on passe à l'anxiété là. On guette son regard qui pose sur tel ou tel. Enfin voilà, tout ça pour moi c'est vraiment de l'anxiété, ça vous mange la vie, hein, un peu le quotidien, au restaurant, les regards, enfin vous guettez, voilà. Et puis après, il veut pas s'engager, quelques années, il vous trouve trop possessif sûrement, et là tout part en vrille, et là commence le stress. Un stress, et le stress, c'est gravissime, le stress. Hein. Plus rien ne marche, la santé, ça va plus, le matériel, le boulot, enfin tout part en vrille. Et puis après, la personne vous téléphone qu'elle est malade. Et vous lui dites, mais moi aussi, il m'arrive des choses. Elle dit, ah oui, mais moi, non, je m'occupe de ma santé, je peux pas avoir en ce moment de l'empathie pour toi, je dois m'occuper de moi et tout ça. Et alors là, vous tombez de votre... voilà. Alors, trois choses, vous voyez, ces 3 sentiments qui vont crescendo quelque part, vous voyez. De l'inquiétude, vous passez au stress, et au milieu, il y a l'angoisse, quoi. Et en fait, tout ce qui me motive tout ça, c'est évidemment le manque, sûrement l'abandon, le manque de confiance en soi, l'exigence, les attentes, enfin tout se mélange. Mais le stress qui peut résulter de cette anxiété, je trouve que ça peut emmener très loin. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric?
Oui, alors c'est difficile de répondre aux trois, surtout que je ne suis pas sûr qu'on ait encore beaucoup de temps. Je vais prendre celle du milieu, que vous appelez l'anxiété. Oui. Et je vais le remplacer par le mot vigilance. Parce que c'est bien de se demander si je vais être à la hauteur, si l'autre va être fidèle, si l'autre va être fiable, etc. Je pense que c'est de la vigilance et ça, c'est de la bonne anxiété. La question, c'est est-ce que ça reste dans votre tête sous forme d'interrogation et de rumination anxieuse? Et là, c'est pas bon parce que ça va augmenter l'anxiété pathologique. Ou est-ce que cette vigilance va déboucher sur des actions, comme par exemple vous donner les moyens de vérifier si effectivement cette personne est fiable? Pourquoi les amis vous disent ça? Attention, ils changent tout le temps. Peut-être ne pas hésiter à aller dans la réalité des choses, de sortir de l'inquiétude mentale. L'inquiétude, comprenez bien, elle est à la fois utile parce qu'elle nous met en vigilance, elle nous permet d'éviter des dangers, des échecs, mais il ne faut pas qu'elle reste une inquiétude dans notre tête. Il faut que cette inquiétude débouche sur une action, voire des vérifications. Par exemple, de la fiabilité d'un éventuel conjoint pour l'engagement. Qui vous évite de vous retrouver à la troisième phase, qui effectivement vous appelez stress, oui, qui effectivement peut rendre malade. Oui, tout à fait. Oui, mais de en même temps, l'anxiété, on peut passer au stress. De l'anxiété, on peut passer au stress. oui, mais en même temps, dans ce que vous racontez, Catherine, c'est que c'était plutôt une relation qu'il fallait quitter. De toute façon, elle s'est terminée. Elle s'est terminée. Oui, j'entends bien, mais quand vous dites que de toute façon vous êtes malade, il s'occupe pas de vous, enfin c'était pas une relation. Donc pourquoi ce stress? C'est un stress qui vous aviez peur de le quitter, vous aviez peur que ça se passe mal. Non, c'est que quand la relation se termine, moi c'est ce que j'ai ressenti. On n'est plus protégé par ces bonnes hormones de l'amour, et on tombe malade et puis tout part. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. Hein. C'est pas. J'y reviens. C'est la phase du milieu le problème. Quand vous avez été anxieuse et que vous posiez des questions sur vous, suis-je à la hauteur? J'ai noté ce que vous m'avez dit. Écoutez-moi, suis-je à la hauteur? Vous posiez des questions sur vous et pas sur lui. Alors qu'en même temps, vous avez dit, les amis me disaient qu'il n'était pas fidèle, qu'il courait à droite. C'est-à-dire que ce qui était une bonne vigilance dans votre tête, dans votre mental, vous n'êtes pas passé à l'action de vérifier dans les faits si cet homme était fiable pour vous. C'est ça le problème. En fait, ce que vous dit Frédéric, c'est que vous aviez raison d'être anxieuse, Catherine. Donc c'était plutôt bien, c'était plutôt bon signe, votre anxiété. Sauf que vous n'avez pas voulu l'entendre parce que justement, vous n'aviez pas envie de vous retrouver seule. Et c'est pour ça qu'il y a du stress ensuite quand vous vous rendez compte que de toute façon, il faut quand même partir parce qu'il n'est pas viable. Oui, et ça c'est important. Hein, c'est bien ce que vous dites parce que être vigilant comme ça évitera la phase du stress qui est vraiment vraiment. Parce que vous vous êtes investi malgré votre anxiété qui était justifiée et donc là c'est de l'énergie et du temps perdu qu'il faudrait pas reproduire avec un autre. Oui, mais on vous dit, tu perds jamais de temps. On vous dit dans une relation, vous ne perdez jamais de temps. Est-ce qu'on perd son temps? Vous avez été anxieuse au moment de traverser la 3 voies. Vous avez bien regardé à droite si des voitures arrivaient, mais vous avez traversé quand même. Et oui, c'est vrai. Et oui, parce qu'on veut. On veut y croire. On veut construire quelque chose, on veut que ça marche. Mais écoutez votre anxiété. Parfois, elle va vous envoyer des messages utiles. Ça prouve, Catherine, ça prouve que votre anxiété, elle était juste. Donc, ça prouve que intuitivement, si vous préférez, vous êtes quelqu'un qui sait sentir et puis en plus, vous avez des amis sur qui vous pouvez compter puisqu'ils vous l'ont dit. Oui. C'est vrai. Donc vous êtes bien entouré et vous avez une bonne intuition. Donc foncez et puis dès que vous avez des indices qui sont négatifs, vous passez à autre chose et puis voilà. Mais continuez évidemment à foncer parce que c'est vrai que c'est bien d'être avec quelqu'un, mais pas avec n'importe qui. C'est vrai. Merci. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Je vous en prie, Catherine. Merci. Alors, on est en fin d'émission, mais il nous reste comme ça un peu de temps, de 3 minutes, Frédéric Fanger. Donc, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être besoin de quelque chose de très précis. Je trouve que le témoignage de Catherine est intéressant parce que là, on voit bien que son anxiété était positive. Qu'est-ce qui fait quels sont les repères qui permettent de savoir qu'on est dans le vrai ou dans le faux?
Je sais que C'est une des c'est grandes un peu raisons. vaste, mais... Une des grandes raisons de cette BD, c'est beaucoup ça, c'est de dire attendez, ne prenez pas l'anxiété systématiquement comme un ennemi, parce que dans le langage populaire, être anxieux, c'est pas bien. Non, encore une fois, son témoignage nous montre bien qu'être anxieux, parfois, c'est être vigilant et qu'il nous arrive pas des ennuis. Donc, moi, il y a un truc que je veux dire aujourd'hui, enfin, j'aurais pu vous le dire hors antenne, mais je le dis à l'antenne, si les hommes qui nous ont témoigné sont encore là, je suis très ému de voir à quel point votre émission permet à des hommes de témoigner et de se livrer. Vous avez vu, on a eu beaucoup d'hommes. Au passage, vous remarquerez que dans la BD, sur 3 cas, il y a 2 hommes. Donc c'est vachement bien, parce que croyez-moi, c'est pas facile pour les hommes de se livrer comme ça. Venir chez le psy, c'est pas facile. Et j'ai été très ému par plusieurs... Alors ça veut pas dire que j'ai pas été intéressé par les témoignages des femmes, bien sûr, mais c'est rare qu'il y ait autant d'hommes qui téléphonent, qui se livrent, et ça, j'ai trouvé ça génial. Merci, mais c'est vrai que nous avons aussi les hommes qui appellent, peut-être parce qu'ils savent qu'ils sont entendus dans leur sensibilité. Et puis, en fait, c'est une émission où on évoque bien sûr les émotions. Hein. On n'est pas là pour autre chose que finalement on est. Moi, je le dis toujours, on est des êtres d'émotions et c'est ça qu'il faut vraiment entendre, et que nos émotions, elles sont jamais négatives. Elles sont toujours des signes qui nous permettent de mieux nous comprendre. Et l'anxiété, finalement, c'est pas une émotion, hein, c'est un ressenti, mais elle est là aussi pour parler de nous, et il faut l'écouter et l'interpréter. Finalement, c'est peut-être ça le message de conclusion qu'on pourrait donner à ceux qui nous écoutent. Oui, et moi je trouve que votre écoute, elle est respectueuse. C'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'ils appellent les gens. Parce qu'ils ne se sentent pas jugés, ils se sentent respectés. Eh ben merci Frédéric Fanger, merci beaucoup. Et puis merci à vous de toutes ces conseils très pratiques que vous donnez toujours, et ça c'est vraiment quelque chose que je voulais saluer, Frédéric Fanger, parce que vous êtes particulièrement concret, et c'est ce dont ont besoin les gens. Ils ont besoin de concret, ils n'ont pas besoin de grands discours psycho je ne sais quoi. Merci. Votre bande dessinée, ça s'appelle Le Club des Anxieux qui se soignent. C'est aux éditions Les Arènes. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Et demain, on parlera du pardon. Est-ce que c'est pas si facile de pardonner vraiment, avec Anne-Laure Buffet qui sera avec nous.